parenthèse culture. Nicolas Bouzou. Bonsoir à tous, alors je suis ravi de vous, vraiment ravi de vous retrouver. Alors c'est vrai que le sujet de la croissance, qui est le sujet dont on a choisi de parler ce soir, est un sujet qui est dans l'actualité, il est toujours dans l'actualité d'ailleurs, puisque on s'intéresse à la croissance économique depuis très longtemps, et j'en dirai un mot tout à l'heure, on s'y intéresse depuis un petit siècle, enfin ça fait un petit siècle en tout cas que la croissance est un thème qui est récurrent dans l'actualité économique, mais je vais quand même essayer d'entrer en profondeur dans le sujet parce que c'est vrai, c'est un luxe de disposer d'une heure pour vous parler. Et donc ce que je vous propose, c'est vraiment de bien comprendre ce qui se cache derrière cette idée de croissance, et peut-être qu'on pourra réserver l'échange à des questions qui sont davantage des questions d'actualité. Alors, la question de la croissance, je vais me lever, ce sera un peu plus dynamique. La question de la croissance, je le disais il y a un instant, est une question dont on parle beaucoup depuis les années 20, les années 30, et qui est intéressante à mon avis à trois titres. Première raison de s'intéresser à la croissance, les implications de la croissance économique sont absolument phénoménales. Je pense que parmi l'ensemble des phénomènes sociaux, parmi l'ensemble des phénomènes économiques, c'est celui qui a le plus d'implications. Et je vais vous donner deux implications tout de suite qui peut-être paraîtront inattendues à certains d'entre vous. Je vais vous parler très rapidement du bonheur et de la santé. Parce que quand on essaie d'identifier les conséquences de la croissance économique, on voit très clairement que la conséquence qui apparaît le plus vite, qui saute aux yeux, surtout quand on a une vision un peu historique, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Alors vous allez me dire, oui, mais l'augmentation de l'espérance de vie, c'est avant tout une question de santé, c'est avant tout une question de médicaments, d'équité, d'accès à des systèmes de soins, d'État-providence, pourquoi pas. Eh bien, c'est vrai, marginalement. Et vous avez un très grand économiste qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel, qui s'appelle Robert Fogel, qui a montré, alors je ne peux malheureusement pas entrer dans les détails, mais on pourra le faire pendant le débat si ça vous intéresse, mais qui a montré que si on regarde l'augmentation de l'espérance de vie depuis la toute fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire finalement si on regarde l'augmentation de l'espérance de vie à partir du moment où l'espérance de vie a réellement augmenté, je rappelle qu'en 1790 en France, l'espérance de vie à la naissance est de 29 ans. Donc, et finalement elle avait très peu augmenté depuis qu'on a depuis qu'on a en tout cas des tables de mortalité, des données démographiques, c'est-à-dire depuis le siècle de Périclès. J'en avais un tout petit peu parlé lorsqu'on s'est vu il y a 15 jours. Donc quand vous regardez l'augmentation phénoménale de l'espérance de vie depuis la fin du XVIIIe siècle, vous voyez que les deux tiers, en réalité, les deux tiers de cette augmentation de l'espérance de vie précèdent les grands progrès de la médecine. Donc les deux tiers de l'augmentation de l'espérance de vie sont liés à la croissance économique et à la croissance des revenus, c'est-à-dire essentiellement au fait qu'on habite dans des logis qui sont mieux isolés, qui sont mieux chauffés, on se vêtit mieux, ce qui est très important en hiver, bien évidemment, pour éviter un certain nombre de maladies, et puis surtout, on s'alimente mieux. Et c'est cette augmentation de l'alimentation qui a permis l'essentiel de la croissance de l'espérance de vie. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui d'ailleurs, c'est que dans les pays très riches, on se rend compte qu'on mange trop. C'est-à-dire que, mais je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais c'est tout à fait vrai, on voit notamment aux États-Unis qu'on a une légère baisse de l'espérance de vie qui est liée à des modes de vie, mais qui sont des modes de vie qui sont liés eux-mêmes à l'augmentation des revenus. C'est-à-dire la sédentarité, le manque d'activité physique, et puis la surabondance alimentaire en réalité. On consomme trop de calories. Ça, c'est un détail, ou en tout cas, ça n'est pas l'essentiel du phénomène que je veux décrire. Le point important, c'est que la croissance économique, qui est un phénomène sur une base, on va dire, continentale, date de la fin du XVIIIe siècle, mais là aussi j'entrerai dans les détails tout à l'heure, a été la principale raison de l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, deuxième implication, j'en parlais il y a un instant, le bonheur, ou ce que les économistes appellent, puisque le bonheur, alors ça j'ai un grand débat avec Luc Ferry sur ce sujet.
je vais appeler ça bien-être pour avoir un terme qui est un terme un peu plus neutre du point de vue philosophique que bonheur. Alors vous savez, on entend souvent dire l'argent ne fait pas le bonheur, la croissance ne fait pas le bonheur, etc. Mais un petit peu si. Si. Alors, la croissance économique n'est bien évidemment pas le seul facteur constitutif du bien-être. Il y en a beaucoup d'autres. La santé, le fait d'avoir une vie sociale, le fait de vivre dans une démocratie, ce sont des éléments constitutifs de bien-être, mais on voit très clairement que les revenus sont un élément de bien-être. Et vous le voyez de deux façons. Alors vous avez tout un tas d'études, vous avez tout un courant de l'économie du bien-être qui s'est beaucoup développé ces dernières années, et vous avez deux façons d'appréhender la chose. Une façon statique, vous regardez dans un pays si vous avez une corrélation entre le revenu par habitant et le niveau de bonheur individuel. Oui, très clairement, vous avez une corrélation, avec des seuils de saturation. C'est-à-dire que vous avez des niveaux de revenus au-delà duquel l'augmentation du revenu n'est plus génératrice de bien-être, si vous voulez. C'est clair que le fait que vous disposiez, que vous perceviez un revenu de 100 000 euros par an ou d'1 million d'euros par an fait assez peu de différence en termes de bien-être. On a un bien-être, si vous voulez, qui est bien-être marginal décroissant, pour employer les termes des économistes. En revanche, entre 10 000 euros par an et 100 000 euros par an, alors là, je peux vous assurer que vous avez une différence de bien-être qui est absolument colossale. La deuxième façon d'appréhender les choses, c'est de bien comprendre que dans les pays les plus dynamiques économiquement, le niveau de bien-être est aussi le plus élevé, et le niveau de confiance est le plus élevé. Et là, je parle bien de croissance économique et de dynamique économique et pas seulement de niveau. D'accord ? D'ailleurs, d'une certaine façon, vous voyez bien en France que toutes les enquêtes en matière de bien-être montrent que souvent, on se retrouve au-dessous de pays comme la Chine, l'Afghanistan, etc., justement, en raison de cette absence de croissance économique. Si vous voulez. Donc, je crois qu'il est intéressant d'avoir en tête les implications, alors il y en a beaucoup d'autres, on pourra en reparler, mais ces deux implications du phénomène de croissance économique. Donc ça, c'est la première raison qui justifie qu'on s'intéresse à ce sujet. La deuxième raison qui justifie qu'on s'intéresse à ce sujet, c'est le fait que l'analyse du phénomène de croissance économique, du point de vue intellectuel, est d'une richesse absolument insoupçonnable. Insoupçonnable. Parce que quand vous commencez à vous demander quels sont les ressorts de la croissance économique, ce que je vais faire ce soir, vous allez évidemment pointer du doigt des facteurs techniques. On va en parler. Ce que j'appelle des facteurs techniques, c'est la démographie, par exemple, la capacité d'un territoire ou d'institution à générer de l'innovation. Bon. Mais vous pouvez aller aussi sur des facteurs philosophiques. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voir notre situation s'améliorer, voire d'ailleurs des facteurs métaphysiques, parfois même des facteurs religieux. Je rappelle quand même que Max Weber, la grande interrogation de Max Weber, c'était de dire, au fond, pourquoi est-ce que la croissance économique a émergé essentiellement dans les pays d'Europe du Nord au XVIIe siècle? Et donc sa réponse était de dire c'est parce que les habitants de ces pays ont adopté ce qu'il appelait l'éthique protestante. Alors aujourd'hui on sait que tout ce qu'a montré Max Weber était faux, et notamment, mais c'était pas de sa faute parce qu'il n'avait pas véritablement de statistiques, mais s'il s'est trompé, c'est parce qu'il n'avait pas vu, alors ça c'est vraiment pas de chance, mais que la croissance économique en réalité est née plutôt dans des pays catholiques. Bon. Mais en tout cas, vous voyez vers quel type de débat ça nous emmène. Donc c'est vraiment d'une richesse qui est absolument extraordinaire. Puis la troisième troisième bonne raison en tout cas de s'intéresser à cette question de la croissance économique, parce que c'est un phénomène qui est très mal compris. Très mal compris. Et souvent, mais ça j'en ai déjà parlé lors de la leçon, entre guillemets, leçon précédente, il y a beaucoup de malentendus sur ce terme de croissance économique, et notamment j'entends souvent parler de la thématique de la fin de la croissance. J'entends souvent dire, mais au fond, est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas dans un monde qui est un monde fini en termes de ressources naturelles, ce qui va générer une absence de croissance économique. On n'aura plus jamais de croissance économique. Alors, c'est une idée qui est complètement fausse, pour la simple et bonne raison que tant que vous aurez des besoins non satisfaits, vous aurez de la croissance économique. Et en réalité, ce que veulent dire ceux qui pensent que la Terre est finie, ou en tout cas, pour être un tout petit peu plus précis, qu'on n'aurait plus accès à des ressources naturelles de façon relativement simple, comme ça a pu être le cas par le passé, ça veut dire tout au plus que ce qu'on appellerait le modèle de croissance, que la façon de fabriquer de la croissance économique va changer. Ça, oui, que l'on soit obligé de faire de la croissance économique ces prochaines années sans pétrole, sans charbon, peut-être sans uranium, j'en sais. Oui, ça me paraît tout à fait
possible. Mais la croissance économique, je l'ai définie la dernière fois, c'est vraiment la croissance de la production. Mais le terme de production est extrêmement large. Vous pouvez produire des services. Quand vous allez au concert, vous faites de la croissance économique en tant que consommateur. Vous avez un musicien qui joue du piano, vous allez avoir un concert de piano, et vous avez des gens qui sont dans la salle qui écoutent. Je peux vous assurer que l'empreinte carbone est limitée. Donc il faut être à peu près rassuré par rapport à ça, de la même façon que là, ce soir, nous faisons de la croissance économique. Alors évidemment, quand j'ai déjà pris cet exemple là, il y a 15 jours, quand vous êtes à un feu rouge, vous mettez votre frein à main et que vous accélérez, que vous consommez de l'essence sans aucun but intéressant, si vous voulez, vous faites aussi de la croissance économique parce que vous consommez de l'essence que vous devrez aller rechercher dans une station-service qui elle-même fera fonctionner une raffinerie et puis un puits, etc. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent on a une analogie entre croissance économique et utilisation des ressources fossiles ou pollution, etc. Mais cette identification ne doit absolument pas être systématique. Donc je le répète, tant que vous aurez des besoins sur Terre, tant que vous aurez des besoins, vous aurez une production. Mais qui peut être une production complètement dématérialisée, ça peut être une production de services, je le dis, quand des artistes font leur métier de création artistique, ils font de la croissance économique. Alors voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vais peut-être commencer par ce que j'appelais les causes techniques, les ressorts techniques de la croissance économique, avant d'aborder des questions qui sont des questions plus philosophiques, et ce qui me permettra de développer aussi une analyse qui sera une analyse historique sur assez longue période. Du point de vue technique, on s'intéresse à la croissance économique, je l'ai dit, depuis un petit siècle. Pourquoi depuis un petit siècle ? Parce que vous avez une rupture, alors j'en ai là aussi parlé lors de la leçon inaugurale, vous avez eu une rupture intellectuelle importante dans les années, à partir du milieu des années 20, dans les années 30, qui était liée d'ailleurs à la crise des années 30, qui a été la rupture keynésienne. Keynes, donc l'économiste britannique, a été le premier à s'intéresser aux questions, ce qu'on appelle les questions macroéconomiques, c'est-à-dire à voir les phénomènes économiques comme étant des phénomènes d'ensemble, globaux, et que l'on devait analyser comme tels, avec des indicateurs comme la croissance économique, comme le PIB, qui devaient être des indicateurs eux-mêmes globaux. Donc c'est vraiment à partir de là que l'on s'interroge sur la notion de croissance économique, d'autant plus, nous dit Keynes, donc, dans ses ouvrages, dont son fameux traité sur l'intérêt et la monnaie, Keynes nous dit il peut arriver que la croissance économique soit insuffisante pour assurer le plein emploi sur un territoire donné. Et donc, il introduit à la fois l'idée selon laquelle il y aurait un bon niveau de croissance économique ou un mauvais niveau de croissance économique, mais il introduit aussi l'idée selon laquelle, qui est enfin pas seulement en filigrane chez lui, mais puisqu'elle est développée très clairement, mais en filigrane dans cette idée, il introduit l'idée selon laquelle il faut des politiques publiques qui augmente cette croissance économique pour amener une croissance économique qui soit compatible avec un niveau de plein emploi. Donc, il parlait en l'occurrence de l'Angleterre des années 20, mais le chômage touchait à l'époque l'ensemble des pays développés. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on s'intéresse à la croissance économique de façon macroéconomique. Je dirais que les économistes classiques du 19e siècle, y compris Marx d'ailleurs, s'intéressaient à d'autres questions. Alors s'intéressaient avant tout à la question de la valeur et des prix. Ça a quand même été le grand sujet depuis Aristote, qui a mobilisé les économistes d'Aristote jusqu'aux marginalistes de la fin du 19e siècle. Les questions de répartition aussi ont beaucoup intéressé les économistes, et d'ailleurs pas seulement Marx. Question de finances publiques, j'en ai parlé la dernière fois, alors surtout en France. Toujours eu des problèmes de finances publiques en France. Donc les économistes français, notamment ceux qu'on appelait les mercantilistes, se sont très tôt intéressés aux questions de finances publiques. Bois-Guilbert, Quesnay, Turgot, qui n'était pas véritablement mercantiliste, qui était ce qu'on appelle un physiocrate, comme Quesnay d'ailleurs, mais ces gens-là se sont intéressés aux questions de finances publiques, de prix, de répartition, etc. Les questions de croissance arrivent véritablement tard. Elles arrivent avec Keynes. Alors, la théorie keynésienne de la croissance, c'est une théorie de court terme. Ce que nous dit Keynes, c'est, au fond, quand la croissance est insuffisante pour assurer le plein emploi, il faut que l'État dépense plus. Il faut que l'État investisse, mette en place des investissements publics, des routes, etc., tout ce que vous voulez. Keynes dit même, un chômeur, il vaut mieux lui faire n'importe quoi. Il vaut mieux lui faire creuser un trou le matin et reboucher le trou le soir,
plutôt que le laisser à ne rien faire. Alors, évidemment, c'est une théorie exposée comme ça, qui est une théorie extrêmement fruste, mais comprenez bien que la science économique procède par itération, comme n'importe quel morceau de la connaissance humaine. Alors, Keynes, je l'ai dit, nous parle essentiellement des questions de court terme. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, ce sont plutôt les phénomènes de long terme, ce que les économistes appellent la croissance potentielle. On parlera des cycles économiques et des politiques de lutte contre ces fluctuations conjoncturelles dans une autre leçon, mais moi, ce qui va m'intéresser ce soir, c'est la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance moyenne d'un territoire sur le long terme. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de comprendre pourquoi dans la zone euro, ou pourquoi en France, la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance économique sur le long terme, une fois qu'on a mis de côté les fluctuations de court terme, pourquoi cette croissance est plutôt faible dans un pays comme la France, peut-être de l'ordre de 1%, pourquoi est-ce qu'elle est moyenne dans un pays comme les États-Unis, de l'ordre de 2%, et pourquoi est-ce qu'elle est forte dans ceux qu'on appelle les pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde, de l'ordre de 5, 6, 7%. Donc c'est ça les questions qui vont nous mobiliser ce soir. Et vous avez une très grande avancée dans la science économique en 1956, qui est réalisée par un économiste américain qui s'appelle Robert Solow. Solow, S-O-L-O-W. 1956. Alors, les étudiants qui ont fait un peu d'économie connaissent ça par cœur, ou s'ils ne le connaissent pas par cœur, en tout cas, on a entendu parler. Voilà, le modèle de Solow, qui est un truc qui est absolument génial, qui est le meilleur de ce que peut donner la science économique. Alors c'est un modèle, évidemment, que je ne vais pas décrire ici, parce que c'est un modèle qui est exposé, comme le font souvent les économistes, sous forme mathématique. Mais si on emploie les mathématiques, ce n'est pas pour exclure, contrairement à ce que pensent certains sociologues marxistes, mais marxistes au mot... Pas le bon côté marxiste dont j'ai parlé la dernière fois, là, mais le côté marxiste qui tend à penser que toutes les disciplines qui ne sont pas de la sociologie sont fabriquées pour défendre la classe bourgeoise. Non, c'est pas du tout pour ça que la science économique est souvent exprimée sous forme mathématique. C'est tout simplement parce que les mathématiques forcent à la rigueur, et surtout, une fois que vous avez posé un problème sous forme d'équation, vous pouvez le mesurer. Vous pouvez vérifier la conformité, ou pas, avec la réalité. Et donc, Robert Solow, 1956, il est au MIT, il pose 2-3 équations extrêmement simples, et il arrive à un résultat qui est un résultat absolument incroyable, et qui est encore riche d'enseignements. Alors pour moi qui dirige une entreprise qui, en plus, travaille sur ces questions de politique économique pour certains pays, il arrive à un résultat qui est absolument extraordinaire. Parce que Robert Solow nous dit, sur le long terme, il n'y a qu'un seul déterminant à la croissance économique. Sur le long terme, c'est le progrès technique. Comme le dirait Paul Krugman, ce n'est pas la transpiration, c'est l'inspiration. Formulation de Paul Krugman qui dit que la croissance économique, ça peut être soit de la transpiration, c'est-à-dire le fait de travailler plus, ou le fait d'avoir une population active qui augmente, donc de mettre davantage de travail dans l'économie, puis ça peut être le fait d'investir. Alors, à progrès technique constant, vous investissez de plus en plus. Donc ça, c'est facteur travail. C'est de plus en plus de travail dans l'économie. Donc je l'ai dit, ça peut se faire de plein de façons. Vous avez de plus en plus de gens qui bossent. Les gens qui bossent travaillent de plus en plus. Ça peut se faire de plein de façons. Vous avez une démographie qui progresse rapidement toute seule, etc. Donc voilà, vous avez de plus en plus de travail. Vous pouvez avoir de plus en plus de capital. De plus en plus de capital, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de machines, ou alors ça veut dire, c'est un peu l'idée des délocalisations, si vous voulez, que vous êtes sur un territoire sur lequel vous allez avoir plein de capitaux physiques qui vont venir, donc vous allez avoir des usines qui vont se monter, plein d'usines automobiles par exemple, donc certains pays ont connu ça ces dernières années. Mais Solow nous dit, tout ça, ce sont des trucs de court terme, qui peuvent marcher à court terme, mais sur le long terme, vous n'avez qu'un seul déterminant à la croissance économique, c'est le progrès technique. Alors pourquoi le progrès technique? Donc je ne vais pas entrer dans la démonstration mathématique, mais pourquoi Solow nous dit seul le progrès technique compte à long terme? Parce que Solow introduit une notion, d'ailleurs qui est une notion qu'on retrouvait au XIXe siècle chez les classiques, qui est la notion de rendement décroissant. Ça c'est très important pour comprendre l'économie, les rendements décroissants. L'idée des rendements décroissants consiste à dire, au fond, si vous avez un facteur de production qui est fixe, vous avez par exemple un nombre de salariés donné, vous pouvez investir, mais au bout d'un moment, cet investissement ne va plus rapporter aucune productivité. Vous pouvez acheter un ordinateur, 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, mais au bout d'un moment, si vous avez 5 salariés et 10 ordinateurs, 15 ordinateurs, 20 ordinateurs,
vos rendements seront décroissants. C'est-à-dire que votre investissement rapportera de moins en moins, et puis au bout d'un moment, il rapportera zéro. Voilà. Alors, vous pouvez faire le raisonnement à l'inverse, c'est-à-dire considérer que vous avez un stock de capital, un nombre d'ordinateurs qui est fixe, et puis vous pouvez recruter des salariés, puis au bout d'un moment, pareil, leur productivité marginale va devenir nulle. Et donc, Solow nous dit, on est dans un monde, ce qui est très juste, on le voit dans notre vie de tous les jours, on est dans un monde dans lequel les rendements sont croissants. Et si les rendements sont croissants, alors à court terme, si vous avez un déséquilibre entre capital et travail, si vous avez plein d'ordinateurs et pas beaucoup de salariés, vous recrutez des salariés, évidemment, ça fait augmenter votre croissance économique, c'est-à-dire au niveau d'une entreprise, ça va faire augmenter votre chiffre d'affaires. L'inverse est vrai aussi. Bon. Mais au bout d'un moment, ces facteurs ne jouent plus, et donc votre stock de votre stock de capital ou votre stock de travail vont arriver à saturation. Et donc, vous n'aurez plus de moyens de générer de la croissance économique. Alors, Solow ajoute que, de toute façon, si vous voulez investir de plus en plus, il faut de plus en plus d'argent. Donc, il faut des gens qui épargnent de plus en plus. Et l'épargne ne peut pas aller jusqu'à 100% du revenu. Vous ne pouvez pas ne plus rien consommer. Vous ne pouvez pas affecter toute votre épargne, la diriger vers une entreprise qui va investir. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, forcément, on arrive à zéro. Et quand on arrive à zéro, la seule chose, le seul élément qui peut prendre le relais, c'est le progrès technique. Alors, pourquoi est-ce que c'est une formalisation qui est absolument géniale? Parce que ça explique parfaitement bien la réalité et ça guide toutes les politiques économiques de croissance à long terme que l'on mène aujourd'hui dans les pays développés, c'est clair, mais de plus en plus dans les pays émergents. Prenez un pays comme la Chine, par exemple. Le modèle de Solow s'explique incroyablement bien à l'économie chinoise. Que se passe-t-il en Chine aujourd'hui? Vous avez un ralentissement de l'économie. Vous aviez une économie qui était sur une tendance de l'ordre de 10%, et vous êtes aujourd'hui, et on est passé en quelques années à 5-6%. Pourquoi? Parce que vous avez eu ce phénomène d'accumulation du travail qui est allé très loin, donc ça a pris en pratique la forme de migration des campagnes vers les villes. Vous avez eu ce phénomène d'accumulation du capital qui lui-même est allé très loin, ça a beaucoup pris la forme de délocalisation, et donc aujourd'hui, le seul moyen pour l'économie chinoise de croître, c'est le progrès technique. Le progrès technique, qu'est-ce que c'est? C'est soit assembler différemment le capital et le travail, donc on va dire que ça, c'est plutôt du domaine des innovations managériales, soit avoir un capital, des machines qui soient différentes, qui soient plus productives. Et ça, c'est ce qu'on appelle le progrès technique. Et vous avez beaucoup de pays émergents qui n'ont pas réussi à passer de ce stade de l'accumulation de facteurs de production à la croissance tirée par le progrès technique. Vous avez une économie, pas très loin de nous, qui est très intéressante de ce point de vue-là, c'est la Pologne. La Pologne a connu pendant longtemps une croissance économique qui était relativement forte et qui était liée au fait qu'il y avait toujours pareil beaucoup de délocalisation, des migrations, etc. Et aujourd'hui, la croissance économique en Pologne, elle est de zéro. Elle est de zéro parce qu'il n'y a pas de grande entreprise pour innover, puisqu'il n'y a pas d'université très performante, ou quand il y en a, elles ne font pas le lien avec il n'y a pas beaucoup de lien entre la recherche publique et la recherche privée. Et donc, le principal souci, moi je travaille un peu en Pologne, le principal souci en matière de politique publique en Pologne, c'est comment essayer de mettre en place des institutions qui incitent finalement au progrès technique. Donc, Solow est quelqu'un qui est absolument majeur. Alors, il y a une très grande faiblesse dans son modèle. Très grande faiblesse dans son modèle. C'est que, mais enfin, il ne fallait pas trop lui demander, il a déjà fait faire des avancées à la science économique qui sont colossales. Mais la grande faiblesse, c'est que dans son modèle, le progrès technique tombe du ciel. Ce qu'on appelle un progrès technique exogène, dans notre jargon. Et tout l'agenda des économistes qui vont suivre Solow, ça va être de se demander, mais bon Dieu, maintenant qu'on sait que seul le progrès technique est capable de générer de la croissance, et maintenant qu'on sait qu'il faut de la croissance pour vivre vieux et heureux et en bonne santé, ça veut dire qu'il nous faut du progrès technique. Et donc, comment on fait pour générer ce progrès technique? Donc là, vous êtes dans les années 60-70, ce qu'on appelle les modèles de croissance endogènes. Pourquoi endogènes? Parce qu'avant ces interrogations, le progrès technique, il venait du ciel, il était exogène, et maintenant, on essaie d'endogénéiser le progrès technique. Et alors là, ça nous renvoie à des questions extraordinaires sur lesquelles on est toujours, et sur lesquelles on est toujours dans l'actualité. Question de formation. Comment faire? Est-ce que la formation a un impact sur le progrès technique et l'innovation? Réponse, oui. Confère l'enquête PISA, qui est sortie il y a 10 jours, c'est les débats qu'on a eus. Formation, oui, mais une fois qu'on a dit formation, formation quoi? Formation continue, oui, bien sûr. L'enquête PISA, on n'est pas très bon en primaire. Est-ce que la primaire, ça compte pour la croissance économique? Oui,
La primaire, ça compte. Quand vous endevenilisez le brevet technique, vous voyez que les performances des élèves à l'école primaire, ça compte. Même à l'école maternelle, en réalité, l'année la plus importante pour faire de la croissance économique à terme, d'ailleurs qu'on est allé loin, hein, c'est la dernière année de maternelle. Donc surtout pour vos enfants, vous leur faites jamais sauter la dernière année de maternelle, c'est la plus importante pour le pays. Donc, non, mais sans rire. Donc, parce que c'est l'année où on développe le plus la créativité, justement. Donc c'est très, très, très important. D'accord ? Donc vous voyez, type de débat quand même absolument incroyable. Parce que derrière, vous avez quelle organisation pour l'éducation nationale ? Enfin, donc vous voyez que ça peut nous emmener très très loin. Et ce sont des questions, ce sont des problèmes qui se posent à un moment ou à un autre à tous les pays développés. Bien évidemment, pas seulement à la France. Tous les pays connaissent ce type de sujet. Donc question de la formation. Question complètement différente, et qui est très intéressante. Question de la protection de la propriété intellectuelle, des brevets. Alors, autant sur la formation, les économistes y voient clair, autant sur les brevets, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qu'il faut pour encourager à l'innovation ? Est-ce qu'il faut une législation stricte sur les brevets, comme on l'a en France ? C'est-à-dire, grosso modo, quand quelqu'un innove, quand une entreprise innove, vous n'avez pas le droit d'imiter son innovation pendant 10 ans. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Argument pour, du coup, ça incite à essayer d'innover parce que celui qui innove avec du succès bénéficie d'une rente de situation pendant 10 ans. Donc on a une incitation à l'innovation, très juste. Mais d'un autre côté, vous avez certains économistes et certains pays, alors je pense à l'Inde qui le pratique, qui vous disent oui, mais en même temps, quand quelqu'un innove, il n'a qu'à se débrouiller pour protéger son innovation, mais ce qu'il faut, c'est que l'innovation soit le plus partagée par d'autres. Et s'il se fait imiter, tant pis. Il avait qu'à être suffisamment bon, avoir une longueur d'avance, etc. Donc en Inde, par exemple, vous n'avez quasiment pas de législation sur les brevets, parce qu'en Inde, on va vous dire, non, attendez, nous, notre problématique, c'est qu'on a un taux de pauvreté très important, il nous faut de la croissance pour faire sortir les gens de la pauvreté, et donc, quand une entreprise innove, trouve un vaccin ou je ne sais pas quoi, tout de suite, ça devient un générique. Par exemple, alors qu'en France, vous savez qu'il y a un délai avant qu'un médicament, ou un vaccin, peu importe, mais devienne un générique, en Inde, non. Tout de suite, parce que tout ça va générer de l'innovation, de l'innovation partagée, de la croissance économique, etc. Donc, troisième type de sujet, et j'en ai dit un mot tout à l'heure, troisième type de sujet vers lequel nous emmènent ces questions de croissance endogène, la question de la culture. Est-ce qu'il y a une culture de l'innovation ? Est-ce qu'il y a une culture de l'innovation ? J'en dirai un mot tout à l'heure, je pense que oui. Alors c'est un sacré sujet extrêmement glissant, qu'il faut vraiment aborder de façon froide et dépassionnée. Parce que quand vous commencez à dire telle religion est peut-être plus favorable à l'innovation que telle autre, je suis bien sûr que ce soit le cas, donc je ne me sens pas gêné, j'en dirai un mot. Mais en revanche, tel état d'esprit est plus susceptible de générer de l'innovation, ça je pense que oui, j'en dirai un mot. On a un exemple historique, j'en parlerai tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est la Chine au Moyen-Âge et à la Renaissance, qui a à peu près tout inventé, mais qui n'a jamais innové. Pour des questions qui étaient liées à l'état d'esprit, sans doute à l'état d'esprit de l'époque. Donc la question de la culture est une question qui est extrêmement intéressante. Question des monopoles, qui est soulevée par un économiste dont je vais parler il y a un instant, qui s'appelle Schumpeter, dont j'ai parlé la dernière fois. Question des monopoles. Quelles sont les entreprises qui innovent le plus ? Est-ce que ce sont les entreprises qui sont protégées par un monopole et qui donc vont bénéficier de profits plus élevés que d'entreprises qui sont en situation de concurrence et donc qui auront davantage d'argent ? Ou est-ce que ce sont les entreprises qui sont en situation de concurrence, qui auront des profits plus faibles, mais une incitation à innover qui sera plus importante ? Alors là, on a répondu à cette question. On sait que ce sont plutôt les entreprises en concurrence. On sait que les monopoles, bien qu'ils soient riches, innovent peu. Les entreprises en concurrence, bien qu'elles soient plus pauvres, moins riches, innovent beaucoup plus. Donc vous voyez, il y a des sujets sur lesquels on a une réponse. Là, on a une réponse. D'accord ? La formation, on a une réponse. La question des brevets et de la propriété intellectuelle, beaucoup plus compliquée. On n'a pas encore de réponse. Enfin, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de la richesse du sujet, vous voyez que c'est un sujet qui, en effet, est extrêmement riche. Alors, quand on réfléchit à la question de l'innovation, à la question du progrès technique, vous avez un penseur, parce qu'il était beaucoup plus qu'un économiste, j'en ai parlé il y a un instant et j'en ai parlé la dernière fois, qui est absolument indispensable, qu'il faut absolument connaître, à défaut d'avoir lu, parce qu'il est un peu difficile à lire, mais c'est bien évidemment Schumpeter. Schumpeter, alors tout le monde parle de Schumpeter.
Tout le monde parle de Schumpeter, donc vous êtes au début du 19e siècle. Schumpeter est né dans ce qu'on appelle aujourd'hui la République tchèque, hein, mais qui était l'empire austro-hongrois au début du 20e siècle. Vient d'une famille extrêmement riche, il a été formé dans les meilleures universités, il a eu une vie assez extraordinaire au sens propre du terme. Il a eu des responsabilités publiques assez importantes qui se sont pas bien passées, d'ailleurs, comme c'est le cas souvent. Il a été pourchassé par les nazis, il a été finir sa vie comme professeur à Harvard. Et Schumpeter introduit une notion qui, à mon avis, est la plus puissante, y compris pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qui est la notion de destruction créatrice. Il y a une seule notion à retenir de ce cycle de conférences, c'est la notion de destruction créatrice. Parce que Schumpeter nous dit, bien évidemment, il anticipe solo d'une certaine façon, bien évidemment, la croissance, c'est avant tout de l'innovation, mais l'innovation, quand on y réfléchit bien, ce sont des produits qui remplacent des produits. Ce ne sont pas des produits qui viennent s'ajouter à d'autres produits. Ce sont de nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits. De nouveaux services qui remplacent d'anciens services. De nouvelles façons de faire du commerce, de faire de la distribution qui remplacent d'anciennes façons de faire du commerce et de la distribution. Si vous voulez avoir un exemple vraiment de période schumpeterienne avec tout ce que ça implique, lisez ou relisez Au bonheur des dames de Zola. Parce qu'Au bonheur des dames de Zola, c'est vraiment l'histoire d'un type de circuit de distribution, les grands magasins, qui remplacent un autre type de circuit de distribution, c'est-à-dire les petites boutiques. Avec tout ce que ça implique. Je veux dire, en termes de... y compris d'ailleurs dans la vie quotidienne, puisque l'histoire d'Au bonheur des dames, très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de Valognes, qui s'appelle Denise, voilà, je cherchais son prénom, qui vient de Valognes, de la Manche, qui arrive à Paris, et puis elle va taper à la porte de son oncle qui tient une boutique dans le centre de Paris, où est le Bon Marché aujourd'hui, puisqu'Au bonheur des dames, en réalité, c'est le Bon Marché, et puis elle voit bien que l'ambiance n'est pas très chaude à la maison. Vous avez ce magasin à côté, Au bonheur des dames, etc. Bon, la conclusion de tout ça, c'est qu'elle va partir finir sa vie, elle est jeune, mais elle va partir avec le patron d'Au bonheur des dames. Donc ça a aussi ce type d'application qui, moi, m'intéresse. Je sais que ça avait des implications extrêmement pratiques. Donc, Schumpeter nous met sur la table cette notion de destruction créatrice. Ce qu'il a encore, quand vous le reliez à Solo, nous enseigne quelque chose qui est extraordinaire, y compris pour bien comprendre ce qui se passe, l'espèce de malaise que l'on a en France aujourd'hui par rapport au phénomène de croissance. C'est que Schumpeter nous dit, celui qui va faire la croissance, c'est celui qui innove. Celui qui innove, c'est l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur est au cœur de la croissance économique. L'entrepreneur est au cœur de la croissance économique, parce que c'est l'agent du changement de la société. Alors il ne faut pas les idéaliser, bien évidemment, mais la seule personne qui va innover, c'est-à-dire transformer une invention qui peut exister depuis très longtemps. Je prends toujours l'exemple de l'électricité, l'ampoule électrique vient de l'électricité. L'électricité est un phénomène naturel, donc on n'a pas inventé l'électricité. On a innové en mettant l'électricité dans les maisons. Ça c'est une innovation, si vous voulez. Bon. Celui qui fait ça, c'est l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, c'est l'agent du changement, c'est l'agent de l'innovation, c'est donc l'agent de la destruction créatrice. Et donc l'entrepreneur est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il fabrique la croissance, mais c'est quelqu'un d'abominable parce que c'est lui qui détruit en réalité toute la société, d'une certaine façon. Parce qu'il détruit en permanence toute une ancienne économie. Et il y a quelqu'un dans le débat actuel, pour accrocher ça au débat actuel, qui a très bien vu ça, et j'en tire les conclusions complètement inverses de lui d'ailleurs, mais c'est Arnaud Montebourg, qui nous a dit il y a quelques jours quelque chose qui est très juste du point de vue d'analyse, il nous a dit l'innovation détruit l'économie, et la conclusion qu'il en a tirée, j'en tire moi la conclusion inverse, la conclusion qu'il en a tirée, c'est donc qu'il faut ralentir l'innovation. Mais c'était très intéressant du point de vue intellectuel, parce qu'il a parfaitement vu ce que beaucoup ne voient pas, à savoir que l'innovation, c'est de la destruction créatrice. Et Schumpeter nous dit bien, c'est pas de la création destructrice. C'est pas de la création destructrice. C'est-à-dire que bien souvent, la destruction précède la création. Je prendrai tout à l'heure un exemple qui est très connu dans l'histoire, qui est l'exemple de l'imprimerie. Je veux dire, l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans la deuxième partie du XVe siècle, avant de générer un développement important du secteur des romans de chevalerie, a d'abord détruit le secteur de la production de Bibles. D'abord. Vous voyez ça dans la musique. Dans le secteur de la musique ces dernières années, vous voyez bien que vous avez eu une innovation importante qui a été la circulation des fichiers sur Internet. Bon, vous aviez un business model qui était on fait payer le support, sauf que l'innovation, elle supprime le support. Une innovation, vous n'avez plus de support. Donc vous n'avez plus de personnes pour payer.
Et c'est seulement aujourd'hui que l'on commence à entrer dans la phase de création avec de nouveaux business models et le streaming, etc. Et donc on est en plein dans quelque chose qui est schumpeterien, mais ça prend du temps. Donc il faut avoir la foi. J'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, alors pas au sens religieux, mais il faut croire en l'avenir, si vous voulez, quand vous voulez vivre dans une société de croissance. Et il faut aimer le changement. Il faut aimer le changement et il faut valoriser toujours le changement sur la tradition. Vous avez parfaitement le droit de valoriser la tradition sur le changement, c'est votre droit le plus entier, mais il faut accepter de vivre dans une société fermée. Une société tribale, si vous voulez, pour reprendre les termes de Karl Popper. Donc c'est neutre du point de vue éthique, d'accord ? Mais si vous voulez vivre dans une société de progrès, de croissance, d'accord ? Vous devez valoriser la nouveauté sur la tradition. Ce qui n'est pas facile, hein, je ne le dis pas, vous voyez, de façon... parce que c'est un peu facile de dire les questions de croissance, c'est une question de combat des anciens contre les modernes. Alors, évidemment, on a tous envie de se mettre du côté des modernes parce que c'est plus sympa. Et puis, voilà, bon. Mais c'est pas facile. Hein, on pourrait multiplier les exemples. Hein, prenez Kodak... les bateaux à vapeur quand est arrivé le chemin de fer, les fabricants de fiacres quand sont arrivés les automobiles, ou les fabricants de chandelles quand sont arrivés les ampoules électriques à la fin du 19e siècle. Bon. Alors, ces périodes, qui sont des périodes où la croissance est tirée par l'innovation, parce que les innovations, ça Schumpeter nous le dit bien, arrivent par vagues. Lui parle de cluster, hein, mais... En réalité, la bonne traduction, le bon terme, ce n'est pas celui qu'il a inventé. Ce n'est pas le terme de grappe, c'est le terme de vague. Parce que le terme de vague, vous sentez, c'est plus précis que grappe. Parce que grappe, ça se cueille et tout, c'est pas très intéressant. En vague, vous voyez bien que vous pouvez être au-dessous ou au-dessus, quoi. Donc, c'est les deux à la fois, quoi. Et il vaut mieux choisir son camp et vous ne pouvez pas l'éviter. D'accord ? D'ailleurs, dans la période actuelle, certains parlent même de tsunami, ce qui me paraît très, très juste comme expression. Donc, Schumpeter nous parle bien de vague. Et il dit bien, l'innovation, toutes les innovations, il y a des cycles d'innovation. Les innovations arrivent en même temps parce qu'elles se fécondent les unes les autres, en quelque sorte. J'en parlerai dans un instant. Aujourd'hui, vous avez une grande vague d'innovation, ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, la biotechnologie, l'informatique, l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que tout ça arrive en même temps ? Parce que tout ça fonctionne en même temps, en réalité. Parce que l'informatique, ça permet de faire de la génétique, et les nanos, ça permet d'être encore plus performant dans le domaine de la génétique, alors l'intelligence artificielle aussi. Donc vous voyez, tout ça se féconde. Donc l'innovation arrive toujours par vague. Ces périodes où la croissance est tirée par le progrès technique, mais ce qui est une fatalité pour nos pays développés, hein, puisque si vous revenez à Solo, en réalité, quand vous avez un certain stade de développement comme celui que vient d'atteindre la Pologne ou celui qui vient d'atteindre la Chine ou qui a été atteint par la France il y a bien longtemps, votre croissance elle est fortement tirée par le progrès technique. Et le progrès technique, et ça aussi c'est très important pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, n'est pas neutre en termes de répartition. Le progrès technique a des implications en matière de répartition. On parle alors d'une croissance économique qui est biaisée. Quand vous êtes dans des phases d'accélération du progrès technique, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez simultanément une augmentation de la demande de travail qualifiée et une diminution de la demande de travail non qualifiée. Ce qui génère un phénomène qui est très perturbant pour un pays comme la France, qui est un phénomène d'explosion des inégalités. D'accord ? Qu'on n'arrive pas à régler fiscalement. Et là aussi, vous voyez qu'on est en plein dans les débats d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rendre la fiscalité plus progressive ? Par exemple, hein, vous avez tous débat sur la CSG. La grande difficulté, c'est que les inégalités aujourd'hui, elles naissent dans le système productif. Parce que votre croissance, elle est tirée par l'innovation et donc elle est biaisée. Pour le dire très schématiquement, elle profite à la catégorie de la population qui est la mieux formée, qui est la plus mobile, qui parle anglais, etc. Voilà. Et les personnes non qualifiées sont rejetées par l'économie. Littéralement. Et donc, vous avez une explosion des inégalités qu'il faut traiter, par exemple, par des actions de formation, mais qu'il faut identifier en amont et qu'il faut traiter en amont par des politiques de long terme. Et là, on en revient à un problème de politique publique qui est classique. Politiques de long terme qui ne sont pas forcément compatibles avec l'horizon de la politique économique telle qu'elle est pratiquée par les gouvernements. Alors aujourd'hui, la situation est d'autant plus particulière que vous avez, mais c'est le cas de toutes les révolutions industrielles, d'ailleurs c'est la définition d'une révolution industrielle, vous avez l'apparition de ce qu'on appelle des technologies multi-usages. Technologies multi-usages, alors ça c'est un terme qui est postérieur à Schumpeter, hein, c'est un terme qui est apparu dans les années 90. Les anglo-saxons parlent de General Purpose Technologies. Ce sont
des technologies qui vont avoir des incidences sur l'ensemble du système productif, qui vont générer des changements, non pas simplement dans leur propre secteur d'activité, mais dans l'ensemble de l'économie. L'ampoule électrique, pour reprendre cet exemple, n'a pas simplement changé le secteur de l'éclairage. Facile de comprendre que ça a changé l'ensemble des secteurs de l'économie. Les lunettes, je crois que j'avais parlé des lunettes, l'invention des lunettes au Moyen-Âge la dernière fois, les lunettes ont généré des changements qui ont été des changements absolument majeurs sur l'ensemble de l'économie. Donc aujourd'hui, là, j'ai parlé tout à l'heure des NBIC, un nano, bio, info, cognito, vous avez 4 technologies multi-usages. Donc 4 fois plus de progrès techniques, donc 4 fois plus de croissance, mais 4 fois plus de destruction créatrice. Et comme là, on parle bien de destruction créatrice et pas de création destructrice, ça veut dire que vous aurez 4 fois plus de croissance, mais demain. Aujourd'hui, vous avez 4 fois plus de difficultés économiques. Mais là où ça se complique, c'est que si vous voulez avoir demain 4 fois plus de croissance, il faut accepter aujourd'hui 4 fois plus de destruction. Et si vous empêchez les 4 fois plus de destruction d'aujourd'hui, vous n'aurez pas les 4 fois plus de croissance demain. Vous me dites si vous ne suivez pas. Vous avez compris? Non, mais oui. Non, mais c'est chiant hein, quand vous êtes, quand vous êtes au gouvernement, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Parce que si vous dites, comme Montebourg, et je ne le critique pas, je dis parce que son diagnostic est très juste, mais si vous dites l'innovation va trop vite, ça détruit trop, donc il faut la réduire, ok, vous aurez 4 fois moins de destruction, mais vous n'aurez pas la croissance demain. Si vous dites on mise tout sur l'innovation, ce qui est le langage, on va dire, standard des gouvernements et des entreprises, d'ailleurs, ou même des collectivités locales, tout le monde dit, nous on mise tout sur l'innovation, on fait les pôles de compétitivité, trucs, etc. C'est très bien. Parce qu'en effet, vous vous donnez les chances d'avoir 4 fois plus de croissance demain. Mais vous aurez 4 fois plus de destruction aujourd'hui. 4 fois plus de destruction, c'est gérable. Mais ça veut dire qu'il faut former les gens. Ça veut dire que vous avez... Et on en revient là encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. La question de la formation devient absolument centrale. Question de l'accompagnement social des gens. Alors, les économistes ont une formule pour ça, qui est une formule qui résume tout et qu'il faut avoir en tête, même si bien évidemment, en pratique, elle est un peu difficile à mettre en œuvre. Les économistes disent qu'il faut protéger les hommes, mais pas les emplois. Quand je dis les hommes, j'embrasse la femme, hein, quand même. Non, mais il faut protéger les individus, mais pas les emplois. C'est quelque chose qu'il y a à avoir toujours en tête. Il ne faut pas protéger les emplois. Laisser se faire... Je vais choquer certains d'entre vous, mais il faut laisser se faire la destruction. Je peux même pousser la provocation plus loin. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de destruction d'emplois en France. Les licenciements économiques sont quasiment à un plus bas historique. Le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est comment encourager la création. Et la création, ça passe par les politiques de croissance endogènes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, et on en revient toujours à ça, la question des brevets, la question de la formation, la question de la concurrence. Vous voyez, c'est tout ceci à la fois. Alors, ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que ces questions, par exemple la question de la concurrence, dont vous pouvez penser qu'elle a un contenu idéologique, en réalité, ce sont des sujets qui sont partagés par 99% des économistes aujourd'hui. Le fait que la formation est très importante, le fait qu'il faut combattre les rentes de situation pour aller vers davantage de concurrence, ce sont, si vous voulez, des sujets qui ne font pas vraiment l'objet de débats. Comme la question du commerce international, dont je voudrais parler aussi, parce que quand vous réfléchissez à la croissance économique de long terme, en fait, c'est un peu lié à la question de la concurrence d'ailleurs, vous voyez que vous avez un facteur important, dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'ouverture au commerce international. Alors, je crois qu'on a prévu de consacrer une leçon à la question du commerce international, question du commerce international très débattue depuis longtemps. Alors là encore, hein, j'en parlais la dernière fois, finalement c'est déjà Aristote-Platon, hein, ou Athènes-Sparte. Hein. Athènes, genre le grand large, les bateaux et tout, et Sparte qui dit non, moi je veux vivre en autarcie. Parce que c'est un peu l'idée de Montebourg, parce que tout ça va trop vite et ça détruit, l'économie déstructure mon corps social, si vous voulez. Donc, donc Athènes contre Sparte. Bon. Grand débat, évidemment, grand débat au XIXe siècle. Beaucoup d'économistes se penchent là-dessus. Adam Smith commence à regarder ça, un très grand économiste britannique qui s'appelle Ricardo, hein, dont vous avez entendu parler, qui lui se penche spécifiquement sur cette question et qui reprend Adam Smith. Adam Smith dit, au fond, pour les individus, la stratégie optimale, c'est de se spécialiser. Parce que quand vous vous spécialisez sur une tâche, prenez l'exemple d'une manufacture d'épingles dans La richesse des nations, qui est son grand livre de 1776. Je suis allé voir, donc vous êtes en plein début de la révolution industrielle en Angleterre, et je suis allé voir une manufacture d'épingles, personne ne fabrique d'épingles dans une manufacture d'épingles.
J'ai vu personne fabriquer une épingle. J'ai vu des gens fabriquer des têtes d'épingle, des pointes d'épingle, j'ai vu des gens les assembler, etc. Et donc il se dit, au fond, c'est parce que les ouvriers sont spécialisés. Pourquoi ils sont spécialisés? Pour plusieurs raisons. Parce que quand vous vous spécialisez sur une tâche, première chose, vous êtes de plus en plus productif. Vous gagnez en productivité. Deuxième raison, vous ne perdez pas de temps de passer d'une tâche à l'autre. Et troisième raison, quand vous avez assemblé des épingles depuis 30 ans, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir comment on pourrait faire autrement pour améliorer le processus, etc. Donc ça nous renvoie à quelque chose qui est très intéressant, qui est aussi dans les débats microéconomiques aujourd'hui, qui est l'organisation de l'entreprise. Qui doit prendre des décisions? Est-ce qu'il faut écouter les salariés? Si on écoute les salariés, comment faire en sorte... Débat encore très actuel. Donc ça, Adam Smith, 1776. Vous voyez, ça commence à dater. Adam Smith nous dit, ce qui est bon, c'est la spécialisation. Et ce que nous dit Ricardo, qui est d'une puissance extraordinaire, c'est ce qui est vrai au niveau d'un individu est vrai au niveau d'une nation. Ce qui est vrai au niveau d'un individu est vrai au niveau d'une nation. C'est-à-dire que les nations ont intérêt à se spécialiser. Alors Ricardo prend un exemple qui est très connu au XIXe siècle et que les étudiants connaissent, c'est l'exemple du vin et du drap. L'Angleterre produit du drap, pardon, et le Portugal produit du vin. Quelle est la bonne stratégie pour ces deux pays? Est-ce que c'est la stratégie protectionniste? Les Anglais ont le droit d'avoir envie de boire du vin, eh bien, ils n'ont qu'à faire du vin eux-mêmes. Bon. Puis, les Portugais ont le droit de vouloir dormir dans des draps, eh bien, ils n'ont qu'à fabriquer du drap eux-mêmes. Vous voyez qu'exposé comme ça paraît absurde. On comprend bien que les Anglais ont intérêt à se spécialiser dans ce pourquoi ils sont bons. Donc, ils ont une grande industrie textile, très grande ouverture d'esprit. Ils ont fait des gains de productivité très tôt dans le textile. Donc, ils ont intérêt à se spécialiser dans le drap. Et avec tout l'argent qu'ils vont gagner dans le drap, ils vont pouvoir acheter le super bon vin qui est fait par les Portugais, qui ont quand même un ensoleillement qui est plus favorable au bon vin que les Anglais. Idem pour les Portugais. Les Portugais ont une ronde de situation qui est liée au climat. Ils sont très bons dans le domaine du vin. Ils ont des belles marques, etc. Donc, ils ont intérêt à faire des super bons vins super chers, ce qui va leur permettre d'acheter des draps vachement bien faits par les Anglais. Ricardo, 19e siècle, théorie de l'échange international. Donc, on a intérêt à se spécialiser. Alors là, vous vous dites, formidable, extraordinaire, pourquoi est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont protectionnistes? Bon, tout simplement parce que ce que nous dit Ricardo, c'est en fonction de quoi on se spécialise? On se spécialise en fonction de ses avantages comparatifs. L'avantage comparatif pour un individu, c'est dans toutes les tâches marchandes que je peux effectuer, pourquoi je suis le meilleur? Pourquoi je suis le meilleur? Si je suis le meilleur pour m'exprimer en public, il faut que je me spécialise là-dedans. Si je suis le meilleur pour piloter un avion, il faut que je me spécialise là-dedans, etc. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant. C'est pareil pour une nation. Si je suis très bon dans le vin parce que j'ai un ensoleillement favorable, je dois me spécialiser dans le vin. Sauf que dans la pratique, notre affaire est beaucoup plus compliquée parce que les avantages comparatifs changent au fur et à mesure du temps. Vous pouvez avoir des périodes pendant lesquelles vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Angleterre qui est la mieux dotée pour fabriquer du drap. C'est le Bangladesh. D'accord? Et donc, Bangladesh, troisième producteur textile au monde, vient concurrencer d'autres pays. Ça veut dire que les Anglais ont intérêt à se spécialiser dans un autre domaine. Oui, mais alors passer d'un domaine à l'autre, c'est extrêmement complexe et ça redéstructure le corps social. Parce que, je caricature, mais aller expliquer à des gens qui ont fait des draps toute leur vie que maintenant ils doivent fabriquer des avions, je dis n'importe quoi, évidemment, et on revient sur les problèmes de formation, de flexibilité, d'équité sociale, etc. Donc vous voyez que Ricardo a complètement raison sur le fond, mais ce qui va générer finalement une demande de protectionnisme, c'est le fait que le libre-échange est bon pour la croissance. Bon pour la croissance parce que ça permet de se spécialiser dans ce pourquoi on est bon, donc c'est bon pour la croissance économique à long terme, mais ça a un coût social à court terme qui est lié en réalité au changement que l'on doit effectuer dans une économie dans laquelle les dotations qui vont générer des avantages comparatifs évoluent. Alors, il y a une autre raison qui est importante pour bien comprendre la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme, ou plus exactement, pourquoi le libre-échange, quand on réfléchit à la croissance économique, est supérieur au protectionnisme, c'est qu'on remarque, et ça a été très bien montré par un économiste contemporain américain qui s'appelle Jeffrey Sachs, que quand les marchandises circulent, les idées circulent et les institutions circulent. Et vous avez une espèce de loi de Gresham à l'envers, donc la loi de Gresham qui vous dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. On voit que les bonnes idées
vont tendre à remplacer les mauvaises idées et les bonnes institutions vont tendre à remplacer les mauvaises institutions. Et vous voyez très clairement que les pays qui s'insèrent dans le commerce international, tôt ou tard, vont ouvrir des universités, des écoles, le taux de scolarisation va augmenter, les institutions vont devenir de plus en plus démocratiques. Et la conclusion de tout ça, et ça c'est très intéressant parce que c'est un peu à l'inverse de ce que pense une partie de l'opinion publique, c'est que les pays qui ont le plus intérêt au libre-échange, ce sont les pays les plus pauvres, parce que les bonnes idées, le progrès technique, les innovations, etc., vont arriver vers eux, les pays les plus pauvres, et les pays les plus petits. Parce que plus vous êtes petit, quand vous ouvrez au commerce international, plus vous pouvez vendre mécaniquement à l'étranger. Si vous fabriquez du vin au Portugal, imaginez que le Portugal soit un pays, c'est un grand pays en l'occurrence, mais je sais pas, prenons, alors je dis encore n'importe quoi, mais prenez le fromage suisse, petit pays, la Suisse a énormément à gagner, alors, en l'occurrence c'est un pays qui est complètement libre-échangiste, mais si elle ne l'était pas, aurait énormément à gagner au libre-échange parce que c'est un petit pays. Donc les pays qui ont le plus à gagner au libre-échange, ce sont les petits pays pauvres. Ce qui est très intéressant, parce qu'en général, les détracteurs de la mondialisation vous disent, finalement, la mondialisation, c'est bien pour les gros riches. Grosso modo, c'est ça. Or, ce que montre l'analyse, c'est l'inverse. Alors, je parlais de Marx la dernière fois du matérialisme historique. Ce qui est amusant quand même, alors c'est un peu une pirouette que je fais, une incidente, mais c'est que néanmoins, les partisans du libre-échange, vous les trouvez en effet dans les petits pays pauvres, et les mouvements anti-mondialisation, vous les trouvez dans les grands pays riches. Et pas l'inverse. Donc au fond, chacun sait bien où est son propre intérêt. Bon, alors, je parle, et je m'emballe, il va falloir que je conclue. J'ai parlé, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais on pourra en reparler pendant le débat. J'ai évoqué les facteurs techniques de la croissance. Je voudrais quand même dire un mot, ou même plus qu'un mot, des facteurs intangibles de la croissance. Parce qu'au fond, vous pourriez parfaitement vous dire, ok, on a compris, pour avoir de la croissance, dans un premier temps, il faut du capital du travail. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas, il faut de l'innovation. L'innovation, c'est de la destruction créatrice, donc ça génère tout un tas de politiques publiques, et puis il faut y croire, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'une population va y croire? Et qu'est-ce qui fait qu'une population, au fond, va se dire, même si c'est pas formalisé, si vous voulez, même si c'est intuitif, qu'est-ce qui fait qu'une population va vous dire, bah, au fond, oui, ce qu'il me faut, c'est de la croissance économique, et j'accepte le coût de la croissance économique. Et là, je crois qu'il y a une réponse historique qui est très intéressante. Alors, je vais reprendre un peu la méthodologie de Max Weber. Donc, Max Weber, au début du XXe siècle, avait fait un travail qui était passionnant, qui était faux, mais comme je l'ai dit la dernière fois, on peut faire du pertinent avec du faux. Hein. Marx a fait du faux et de l'incroyablement pertinent, Malthus aussi, Weber aussi. Max Weber nous dit les premières traces de croissance économique, on les voit dans l'Europe du Nord à partir du début du XVIIe siècle. Ce sont des pays protestants qui ont adopté la réforme, et donc finalement il y a une logique derrière tout ça, c'est que si vous êtes protestant, vous aimez le travail et l'épargne. Si vous aimez l'épargne, vous aimez l'investissement. Si vous aimez le travail, vous avez déjà les deux premières sources de la croissance économique. Hein, quand vous n'êtes pas encore dans la logique de progrès technique, vous avez le capital et le travail. Bon. Et puis après, finalement, Weber nous dit les Flamands sont peut-être moins accrochés à une idéologie que les catholiques, et donc ils vont être plus ouverts à l'innovation, etc. Alors, énorme problème pour Max Weber. Vous avez un économiste de la deuxième partie du XXe siècle, un grand historien qui malheureusement est décédé maintenant, mais qui est très vieux, qui s'appelait Angus Madison. Angus Madison, qui a consacré sa vie à aller voir à essayer de reconstituer des séries de croissance économique depuis l'an zéro. Ses travaux font autorité, et il s'est rendu compte que les premières traces de croissance économique, pas de chance pour Max Weber, c'était l'Italie du Nord au XIVe siècle. Les pays les plus cathos qui soient. Les premières grandes traces de croissance économique, c'est d'abord Venise, ensuite Florence et ensuite Gênes. Voilà. Donc alors là, vous n'êtes pas du tout dans l'éthique protestante. Vous êtes dans un autre type d'éthique dont j'ai parlé la dernière fois, qui d'ailleurs peut être l'éthique de saint Thomas d'Aquin, hein, c'est-à-dire une éthique qui est assez neutre. Hein. Je vous ai raconté la dernière fois que saint Thomas d'Aquin, très tôt, avait dit, bien avant la Renaissance, avait dit au fond, le capitalisme, alors le capitalisme, il n'employait pas ce mot-là, hein, pardonnez-moi, c'est un anachronisme, mais le capitalisme, c'est neutre.
c'est neutre du point de vue moral, capitalisme, c'est comme la technologie, tout ceci est neutre, tout dépend de ce que vous en faites. Donc je n'ai pas à me prononcer, capitalisme est dit bien ni mal, donc faites ce que vous voulez, mais faites-le sans ostentation et essayez, quand vous montez un commerce, etc., essayez de faire des choses qui pour le coup ne soient pas répréhensibles. Mais le fait de faire du profit, d'avoir un système de prix, etc., tout ça n'a absolument rien à voir avec la morale, c'est un peu ce que disent d'ailleurs des philosophes contemporains matérialistes du type Comte-Sponville, hein. Capitalisme, tout ça, ça n'a pas à voir avec la morale. Ce qui est important, c'est ce que vous faites quand vous êtes un dirigeant d'entreprise. Est-ce que vous fabriquez des chips ou est-ce que vous fabriquez des médicaments? Ça, c'est pas équivalent du point de vue moral, mais le système en lui-même est complètement neutre. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement neutre, je pense, et là pour le coup Luc Ferry a beaucoup écrit là-dessus, et je dois avouer que je me suis beaucoup inspiré de lui, et qu'on a beaucoup parlé de ce sujet. Je pense, pour reprendre un peu Max Weber, que c'est plutôt l'éthique catholique qui a mis en... Alors je le dis d'autant mieux que, disclosure comme disent les Américains, je ne suis malheureusement pas croyant. Donc ne prenez pas ça pour du prosélytisme. Malheureusement, ça ne m'est pas tombé dessus. Je le regrette tous les jours, mais j'y peux rien. Donc je regarde les choses de façon extrêmement froide. Et je me dis, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que ces pays aient connu une vague d'innovation majeure? Parce que, je veux dire, il faut se remettre, alors c'est difficile, mais dans le contexte de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, vous avez les moulins. Évidemment, aujourd'hui, les moulins, vous dites, c'est pas le top de la technologie, mais enfin, avant les moulins, c'était les esclaves. Hein, la force, l'énergie, elle venait des esclaves. Les moulins au XIIIe siècle, vous avez des moulins partout. Hein. D'abord, moulins hydrauliques et ensuite moulins à vent. Vous avez des moulins partout et des moulins qui font pas seulement du grain, hein, du blé, hein, mais qui font tout un tas de choses. Donc vous avez beaucoup d'innovations, vous avez les lunettes, vous avez Gutenberg qui arrive avec ses bouquins, donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Et donc vous vous dites, au fond, pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là? Question qui a beaucoup mobilisé les écoles. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Là, je crois, mais c'est encore à creuser, même s'il y a des travaux sur ce sujet, je pense que ça a à voir avec l'idée de progrès, l'idée d'individualisme, et Luc dirait peut-être l'idée de face à face avec la nature, d'opposition avec la nature, que l'on va trouver chez les catholiques et qu'on ne trouvait pas du tout chez les Grecs, puisque Luc vous l'a expliqué, chez les Grecs, au contraire, vous êtes dans la nature. Vous êtes un truc dans la nature, et ce qui est bien dans la vie, et c'est pareil en économie, c'est d'être en cohérence avec la nature. L'éthique catholique, je crois que c'était sa première leçon, l'éthique catholique, c'est plus du tout ça. Hein. C'est un changement radical. Déjà, vous entrez dans l'ère de l'individualisme. Vous avez un Dieu, comme disent certains très jolis textes, il a planté sa tente parmi nous. Hein. Voilà, donc vous êtes dans l'ère de l'individualisme. Et vous êtes d'une certaine façon dans l'ère de l'innovation. Hein. C'est l'ère de Noé, on fait des trucs, etc. Et je pense que ça a dû jouer un rôle relativement important dans le développement de l'innovation. Et une bonne façon de raisonner consiste à regarder ce qui s'est passé en Italie du Nord avec d'autres grandes zones. Et vous avez une très grande zone qui est très intéressante à étudier entre le 8e siècle, parce que c'est au 8e siècle qu'on a inventé l'imprimerie dans cette zone, je parle de la Chine, hein, et la Renaissance, c'est la Chine. Parce que la Chine a énormément inventé, le moulin, l'imprimerie, etc., mais les Chinois n'ont jamais innové. C'est-à-dire que vous ne retrouvez aucune trace de croissance économique en Chine, contrairement à ce qu'on croit. Vous retrouvez des augmentations de population qui sont importantes, mais des traces de développement économique partagé au sens d'une croissance économique inclusive. Vous retrouvez ça en Italie, vous allez retrouver ça en effet en Flandre plus tard, mais vous n'allez pas retrouver ça en Chine. Et si vous ne retrouvez pas ça en Chine, c'est sans doute parce que la Chine du Moyen-Âge, finalement, elle fait passer la conservation avant le changement. Elle fait passer la tradition avant le changement. Vous avez très peu de commerce international. Vous savez que l'Empire des Ming a même sabordé la flotte parce qu'on se disait, finalement, on peut être, entre guillemets, contaminé par des éléments étrangers. Et donc, je pense que c'est vraiment toute cette culture de la conservation qui a été un frein majeur à l'innovation. Et pour terminer, je vais vous citer une phrase d'un historien qui s'appelle David Lendes, qui est mort récemment aussi, je crois. C'est mort sur l'hécatombe. Et qui parle du Moyen-Âge en Occident. Et qui dit, donc je le cite, « Ce fut une ère de méthodes nouvelles d'activité et de fabrication qui firent de l'innovation une vertu et un objet d'émerveillement. Une ère d'utopie qui se plaisait à imaginer des lendemains qui chantent plutôt qu'à regretter les paradis perdus. » Et au fond, si on peut avoir un souhait
ou si on veut réfléchir à la façon peut-être la plus indirecte, mais aussi la plus puissante d'essayer de retrouver de la croissance économique et de la prospérité dans nos vieux pays développés, eh ben c'est peut-être contenu là-dedans. C'est peut-être essayer d'espérer et d'entrevoir des lendemains qui chantent plutôt qu'espérer, ou regretter plutôt des paradis perdus.